Ouais, alors justement sur la mort de l'art, alors, à mon avis, ce qui moi m'a protégé de tomber dans ce travers-là, qui est la mort de l'art, évidemment, c'était encore quelque chose d'inventé par la censure, par le pouvoir censurant, ambiant. C'est-à-dire que c'est comme la page blanche, l'angoisse de la page blanche, à force de le dire, ça empêche les écrivains d'écrire. Il y a des niveaux de censure à tous les niveaux. Bon, eh bien, ou l'artiste maudit, c'est un autre cliché, le peintre maudit. La mort de l'art, c'est pareil. Bon, moi ce qui m'a protégé, c'est peut-être que je vivais dans un milieu de jazz. Et que dans le jazz, il n'y a pas de mort de l'art. Il y a une mort du jazz maintenant, mais j'étais contemporain du jazz qui était en plein essor encore. Mon père encore plus, bien sûr, puisqu'il est plus âgé, mais moi-même. Donc pour moi, la question ne se posait pas. Je ne pouvais pas imaginer que ça tiendrait le coup comme théorisation, cette mort de l'art, puisque je voyais en direct des artistes colossaux qui pour moi sont aussi importants que des écrivains du siècle, que ce soit Claudel, Pirandello, Bernanos, n'importe qui que tu peux imaginer, ou des philosophes, Wittgenstein, Heidegger, ou des peintres de Malevich et Picasso. Pour moi, les jazzmen, je les considérais aussi grands que ces gens-là. Et je voyais dans mon enfance des artistes noirs, pour la plupart, dans des conditions relativement difficiles, qui continuaient à faire évoluer leur propre art. C'est-à-dire on a été contemporains de ça, même un type de 35 ans comme moi, de l'évolution d'un Miles Davis. J'ai vu Monk, par exemple, en concert, juste avant qu'il arrête de jouer. Que ce soit Mingus, le retour de Mingus en 1974 avec sa nouvelle formule musicale, ses nouveaux thèmes, c'est extraordinaire à voir en direct. Donc ça ne veut rien dire la mort de l'art, puisqu'on voyait des artistes qui continuent à créer. Ça m'a faussé la vision. Je n'ai pas pu prendre au sérieux tous ces avant-ringards qui continuaient à nous prôner la mort de l'art parce que ça les arrangeait, parce qu'eux ils avaient plus rien à dire. Et j'ai cru comprendre assez tôt que la mort de l'art serait finalement un mouvement comme les autres, comme il y a eu le dadaïsme, le surréalisme, le suprématisme, l'art conceptuel, puis finalement la mort de l'art. Et ce sera un mouvement comme un autre. Il y aura des morts de l'artiste qui continueront à faire des œuvres typiquement morts de l'art. Mais rien n'empêchera un artiste d'être un artiste. Rien. Non, il peut y avoir toutes les morts de l'art que tu veux, il pourra y avoir tous les cataclysmes, et c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est cette génération de crapules, disons-le, de crapules 68 ardistes, qui ont instauré cette véritable dictature de la mort de l'art, et même, je dirais même de la mort de la vie, enfin, en voulant supprimer toutes les possibilités d'expression individuelle. C'est la haine du sentiment, la haine de ce qu'il y a de humain, soi-disant pour prôner une espèce d'utopie sociale larvée qui s'est très vite transformée en dictature molle. Enfin, bon, tout ça c'est classique. Bon, moi ça m'a semblé tout à fait normal, et ayant été élevé dans un milieu que tu peux connaître, qui est celui des harakiriens, dont tu parlais de Signé tout à l'heure, et de tous ceux qui y ont cru sincèrement et qui sont encore estimables aujourd'hui, et certains on voit comment ils ont pu finir. Eh bien, j'étais encore plus sensible à cette trahison de tous ces clercs et de tous ces futurs notables qui ont entraîné toute une génération qui est maintenant la mienne et qui est, à mon avis, difficilement sauvable, parce qu'ils sont totalement lobotomisés. Bon, lobotomisés par quoi? En gros, par Libération, disons-le. Voilà, Libération, c'est un organe. Charlie Hebdo, non, mais en ce moment, bien sûr, là on est dans la sénilité. Là, non, mais, là vraiment, Libération, à partir de la rupture de 73, disons, sans parler de celle de 81, où comme par hasard, le premier numéro ressort le jour où le président de la République est élu, et paradoxalement, ça leur donne justement la limite de se dire indépendant et de ne pas être manipulé par le pouvoir, alors qu'il ne s'agit pas, la manipulation, ça ne vient jamais forcément d'un homme à la tête d'un pays avec qui tient dans ses mains toutes les ficelles des marionnettes. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que ça. Bon, et cette servilité dans laquelle nous avons baigné pendant maintenant, ça fait 15 ans, ou même 20 ans, ça remonte même avant, le socialisme c'était beaucoup plus tourmenté et remuant que ça. C'était déjà dramatique, même à l'époque où moi j'avais 15 ans. Eh bien, je ne pouvais pas déjà, à ce moment-là, même en ayant 15 ans, ne pas voir et accepter, en tout cas, ne pas voir ce qui allait se passer et accepter de me couler dans le moule, finalement, d'un artiste raté, puisque c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire d'empêcher l'artiste de créer son art sous prétexte que l'art est mort. Je trouve que c'est plus fort et plus passionnant si la parole et la pensée, c'est ce que je dis dans Rideau, enfin on
la remet en confiance aux artistes, parce que de tout temps, les artistes eux-mêmes se sont très bien occupés de la pensée, contrairement à ce qu'on croit, même ceux qui ont l'air les plus fous, même un Artaud, et même parmi les jazzmen, Anthony Braxton est un immense intellectuel, au grand beau sens du terme, pour moi beaucoup plus fort que Baudrillard, Serre, Delbord et compagnie. Bon, donc pourquoi on dirait toujours, oui, les artistes c'est un peu des délirants, des poètes, ou alors il y a encore des artistes qu'il faudrait prendre en pitié pour leur statut un peu de clochard, disons, de la fin du XXe siècle, qui croient encore que c'est possible de créer une œuvre d'art. Les pauvres fous, et puis d'un autre côté des penseurs, des philosophes, des intellectuels, soi-disant, qui eux raisonnent, théorisent tout ça, et en triant, selon leur goût, et la plupart du temps ils n'en ont pas, qui est valable, qui va laisser quelque chose ou pas. Voilà. Donc ça, moi j'essaye de faire éclater ce schéma, et que ce soit les artistes eux-mêmes qui, comme tout le temps d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, je ne fais que prolonger, c'est même pas une tradition, c'est une espèce de lignée qui date depuis 200 ans, disons, qui est ce qu'on a, la façon dont le pouvoir essaie de rendre maudit l'artiste, à la fois par la misère sociale, ou alors maintenant, ça a été une des dernières trouvailles de ces 20 dernières années, par la mort de l'art, justement. Alors, de donner des verges à ceux qui pourraient me battre, ça oui, ça je le revendique, parce que je veux ça, bien sûr, mais parce que je ne veux pas être apprécié par des gens que je méprise. Il faut quand même le savoir. Depuis le début, moi j'ai vu ça. La preuve, c'est que de toute façon, tout arrive. Les courants se font, les réseaux se connectent. Si on veut prendre chez un auteur ou chez un peintre ou chez un musicien ce qui l'intéresse, on peut y arriver. J'ai eu l'exemple, justement, je reviens toujours au jazz parce que c'est un des plus précieux pour moi, puisque je les ai vus à l'œuvre, si tu veux. Il y a bien des artistes ont pris plus de gants que moi, ou ont fait en sorte justement de ne pas donner des bâtons pour se faire battre, et ils ont été quand même battus par une espèce de consécration éphémère qui les range à jamais aux oubliettes du présent, ou alors par des malentendus sans nom dans lesquels ils doivent se dépêtrer pendant des années. Ça ne m'intéresse pas. Là au moins, en établissant quelques digues, si tu veux, ça permet de trier un peu les flots de sympathie qui peuvent m'arriver. Et je ne veux pas être récupéré pour ça, justement. Comme je ne suis pas récupéré du mauvais côté, d'après toi, donc du côté barbare, fanatique et tout, puisque ceux-là, s'ils existent, savent très bien à quoi s'en tenir avec un énergumène, si tu veux, de ma sorte. Quant aux autres, ça les empêche d'accéder. Parce que moi, j'ai la volonté de les empêcher de jouir, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire de donner cette jouissance et au dernier moment de la retirer si j'estime qu'ils ne la méritent pas, c'est-à-dire que si je les méprise trop pour les imaginer en train de jouir. Tout ça, c'est sexuel, évidemment. Bon, moi, je ne veux pas qu'un ancien 68ard, un peu déçu, un peu désillusionné, justement, la mort de l'art, par la débâcle à la fois des idées et de la création artistique, se réfugie dans mes livres en étant bien et finalement en trouvant quelqu'un d'un peu marginal qui sauve l'honneur et qui est une espèce de dignité. Non, il faut qu'il échoue contre les écueils de tous mes excès, de toute ma volonté de dire ce que je pense au moment où je le pense. Voilà. Donc et si ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave. Tant pis, il y a suffisamment, j'estime que maintenant, au bout de 12 livres, il y a suffisamment ce sont comme des portes, tu vois, ce sont des portes différentes par lesquelles on peut entrer ou pas d'ailleurs, je force personne, mais s'il y a plein d'endroits, il y a plein d'espaces dans lesquels on peut se trouver plus ou moins bien, donc c'est pas la peine de tout harmoniser et d'essayer de construire une espèce de jardin à la française pour que tout le monde se déplace. Oh là là, quel beau bosquet, quelle jolie fleur, il y a des plantes superbes ici, qu'est-ce qu'on est bien, on respire bien. Je ne veux pas construire un havre de fraîcheur littéraire à mon époque, au contraire. Il faut que ce soit toujours une jungle, toujours un jardin à l'africaine, toujours avec des cactus, avec des épines, avec des animaux vénéneux, venimeux, des serpents et des crocodiles. C'est comme ça que je pense une œuvre, qu'elle soit littéraire, ou picturale ou musicale, aujourd'hui à la fin de ce siècle.